En physique, il existe quelque chose qu'on appelle le facteur Gödel, et qui fait en sorte que quiconque parle d'OVNI va se faire éjecter de la communauté scientifique. La recherche sur les ovnis est une activité de troisième ordre, et tout chercheur qui ose toucher à ce sujet voit sa carrière scientifique électrocutée. Quoi qu'il en soit, je crois qu'il nous faut aborder ce sujet dans une perspective à très long terme. Plusieurs hommes de science disent « les étoiles sont tellement loin, à des centaines, des milliers d'années-lumière, que toute forme d'intelligence mettrait des milliers d'années pour atteindre la Terre, rendant la chose pratiquement impossible. » Je crois que c'est une erreur. Nous présumons que ces créatures extraterrestres n'ont qu'un ou deux siècles d'avance sur nous. Et il est là le problème. Einstein a dit que la vitesse de la lumière est la vitesse ultime, qu'on ne peut se déplacer plus vite que la vitesse de la lumière. C'est la théorie de la relativité restreinte d'Einstein. Mais nous devons aller au-delà d'Einstein, nous référer à la théorie générale de la relativité, où nous croyons qu'il est possible d'aller plus vite que la vitesse de la lumière. Et même au-delà de ça, à la théorie quantique, à la théorie des champs unifiés, où toutes nos croyances sont à réviser. Alors je crois que l'erreur fondamentale que font plusieurs scientifiques est de présumer que les extraterrestres n'ont que 100 ou 200 ans d'avance sur notre civilisation, plutôt que des milliers, voire des millions d'années d'avance sur la nôtre. Lorsque j'étais enfant, j'avais l'habitude d'aller dans les jardins du salon de thé japonais à San Francisco pour y observer les poissons, les carpes, qui vivaient dans un petit étang peu profond. Je regardais ces poissons et je me demandais à quoi cela pouvait ressembler que de vivre en deux dimensions. Ces poissons ne pouvaient se déplacer que d'avant en arrière ou de gauche à droite. Et je me disais que ça doit être un univers étrange. Le concept de la hauteur, de la troisième dimension, leur était totalement étranger. J'aurais pu coller mon nez sur ces poissons et ils n'auraient jamais su qu'il y avait quelque chose qui s'appelle l'hyperespace. Aujourd'hui, beaucoup de physiciens croient que nous sommes ces poissons. Nous nous déplaçons d'avant en arrière, de gauche à droite, de haut en bas, et nous nous disons, c'est tout ce qui existe. Ce que nous voyons est tout ce qui existe. Quoi qu'il en soit, nous croyons maintenant qu'il existe une théorie du « tout est possible », qui nous permettrait en quelque sorte de lire la pensée de Dieu, comme le disait Albert Einstein. Nous croyons qu'il existe une théorie supérieure qu'on appelle la théorie M, et où il existe 11 dimensions. Des dimensions où nous avons des fils et des membranes animées de pulsations. Et nous croyons maintenant que notre univers n'est rien d'autre qu'une petite bulle, une bulle qui flotte dans un hyperespace infiniment plus grand. En d'autres mots, les cosmologues ne croient plus en ce concept d'univers. Nous croyons désormais en un concept de multivers, de mégavers, formé d'une infinité de bulles qui apparaissent constamment et se gonflent sous l'effet d'un Big Bang. En somme, notre univers pourrait bien coexister avec un océan d'autres univers. Il y a 5 ou 10 ans, cette notion était considérée comme bizarre, relevant de la science-fiction. Plus maintenant. Les indices accumulés au cours des 5 dernières années sont pratiquement concluants. Nous connaissons un facteur qui s'appelle l'inflation et qui relève du fait que notre univers prend de l'expansion dans plusieurs directions, une expansion très subite et très rapide. La seule manière d'expliquer cette expansion est de prendre pour acquis que notre univers est une bulle qui coexiste avec d'autres bulles dans un système multivers, dans un méga assemblage d'univers. Dans Star Trek et d'autres films de science-fiction, nous observons l'émergence d'une civilisation de niveau 2. La Fédération des planètes est de niveau 2. Ils ont colonisé une petite portion de notre galaxie, mais ils vivent dans la crainte d'une civilisation de niveau 3, qu'on appelle les Borg dans l'émission. Les Borg sont typiques d'une civilisation de niveau 3. Ils sont galactiques. Ils se déplacent à volonté d'un système solaire à l'autre à travers la galaxie. Nous, les physiciens, nous cherchons attentivement des civilisations de niveau 1, 2 ou 3 dans le cosmos. Une civilisation de niveau 2, par exemple, disposerait éventuellement de ce qu'on appelle une sphère de Dyson. Une sphère de Dyson peut encapsuler une étoile entière, de manière à utiliser toute l'énergie émise par cette étoile, ce qui correspond à 10 milliards de fois l'énergie contrôlée par une civilisation de niveau planétaire, une civilisation de type 1. Nous les avons cherchés, et même s'ils essaient de se dissimuler, de se cacher,
ils doivent tout de même obéir à la deuxième loi de la thermodynamique, c'est-à-dire que l'énergie perdue doit émettre de la chaleur, un rayonnement infrarouge. Nous les avons cherchés. Nous avons recherché la signature infrarouge d'une sphère de Dyson dans l'espace. Malheureusement, nous n'avons toujours pas découvert de traces de civilisation de niveau 1, 2 ou 3. Mais nous, les physiciens, lorsque nous scrutons l'espace, nous ne cherchons pas de petits bonshommes verts. Nous cherchons ces civilisations en nous appuyant sur l'énergie. Une énergie qui a des centaines, des milliers, des millions d'années d'avance sur la nôtre. Une civilisation de niveau 1 a 100, 200 ans d'avance sur la nôtre. Nous pouvons déjà en apercevoir le début. L'Internet est la phase naissante d'un système téléphonique de niveau 1. L'Union européenne représente l'émergence d'une économie de niveau 1. L'anglais et quelques langues européennes représentent les fondations d'un langage de niveau 1. Une civilisation de niveau 2 est peut-être plus avancée que la nôtre de 5000 ou 10 000 ans. Parce qu'avec une simple croissance moyenne de 3% de leur produit intérieur brut, ils auront fini, au bout de 10 000 ans, par accéder à l'énergie stellaire. Une civilisation de niveau 3 aurait une avance de 100 000 à 1 million d'années sur la nôtre. Mon raisonnement est très simple. Lorsqu'on regarde dans l'espace, on ne peut pas juger de la présence d'extraterrestres en utilisant une technologie de niveau 0. Car nous présumons que les extraterrestres ne seraient rien d'autre qu'une forme avancée de civilisation de niveau 0. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on atteint au statut de niveau 3, on a accès à ce qu'on appelle l'énergie de Planck. L'énergie de Planck, c'est 10 milliards d'électronvolts à la puissance 19, c'est-à-dire 1 suivi de 19 zéros. C'est 1 quadrillion de fois plus puissant que le plus puissant de nos accélérateurs de particules. Au niveau de l'énergie de Planck, il devient possible de replier le temps comme un pretzel, de poinçonner un trou dans l'espace et d'émerger dans la 11e dimension. Dans la théorie de la relativité d'Einstein, l'espace-temps est comme un tissu, comme une feuille de papier. Et ce dont Einstein lui-même avait pris conscience, c'est que cette feuille de papier peut se replier sur elle-même pour nous donner des raccourcis dans l'espace et dans le temps. En d'autres mots, si nous prenons une feuille de papier, nous savons tous que le plus court chemin entre deux points est la ligne droite. Mais nous savons aujourd'hui que c'est faux. La plus courte distance entre deux points est un trou de verre, un couloir spatio-temporel. En somme, si vous arrivez à déchirer l'espace-temps, vous pouvez, comme dans le cas d'une balade en métro, prendre un raccourci à travers l'espace et le temps, où nous retrouvons cette théorie des ponts de Rosen.